Be Connected par Bigger. La première réponse qui vient en général, c'est comme je suis pas libre dans mon travail, je vais être freelance. Je pense qu'il faut replacer l'humanité au centre du fonctionnement de l'entreprise. La passion, ça émane d'une motivation, d'une zone de plaisir, de talent que les gens ont. Et si on la bride par des process trop lourds, on se prive de ça. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier épisode de la première saison de Be Connected. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Léa Audrin. Léa est coach et accompagne des talents en transition professionnelle au regard des mutations du monde du travail. Avec cet épisode, Léa nous emmène dans la tête des talents. Celles et ceux qui se posent des questions sur leur avenir professionnel, celles et ceux qui font le choix de devenir freelance ou que de nouveaux modes de collaboration attirent. Léa nous aide à décrypter les changements d'état d'esprit et de pratiques qui sont en train de s'opérer sur le marché du travail et qu'il est vraiment important de comprendre. Nous parlons ainsi de sens du travail, de liberté, de créativité et de nouveaux paradigmes. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Léa Audrin et je vous retrouve en fin d'épisode pour faire le débrief de cet échange. Bonjour Léa. Salut Sophie. Bienvenue sur Be Connected. Merci beaucoup. Léa, je suis ravie de t'accueillir pour ce dernier épisode de la première saison de Be Connected. Dans les épisodes précédents, avec nos invités, on a décrypté ce qu'est le freelancing et comment les entreprises peuvent et doivent s'adapter à cette tendance du marché du travail qui est une tendance de plus en plus forte. Et avec toi, j'aimerais mieux comprendre celles et ceux qui font le marché, c'est-à-dire les talents. Tu es coach, Léa, et tu accompagnes des personnes en reconversion, en transition professionnelle. Tout à fait. Tu es aussi l'hôte du podcast Le Tilt. Exactement. Dans lequel tu reçois des personnes en transition professionnelle qui ont eu un tilt et qui ont fait le switch. Exactement. Et puis sur le tilt, je décortique aussi ce qui fait le monde du travail d'aujourd'hui et de demain. Comme ça, j'essaie de donner une perspective un peu enthousiasmante et éclairante sur ce que les gens qui ont envie de transformer leur vie professionnelle peuvent y trouver. Justement, j'aimerais bien que tu nous aides à décrypter finalement les mouvements qui s'opèrent sur le marché du travail. Comment est-ce que le marché du travail est en train d'évoluer et notamment d'un point de vue des talents? Alors déjà, la première chose que je constate sur notamment les particuliers et les gens en entreprise, c'est que tous ceux qui envisagent une transition de carrière, que ce soit un changement de poste ou un changement de mode de travail, donc du salariat vers l'indépendance, il y a deux facteurs qui reviennent souvent. Enfin, le premier facteur, c'est la perte de sens. C'est pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Ça, couplé à une surproductivité qui est demandée dans les entreprises, et notamment les grandes entreprises, où les gens se crament. Et cette perte de sens, couplée à cette surproductivité, qui parfois sont un peu liées ensemble, fait que les gens, ils ont envie d'impulser un vrai changement plus profond. Il y a quand même un peu de mal-être. La manière dont j'appréhende la chose, c'est que dans ces moments-là, je pense aussi que les gens, ils sont complètement déconnectés de qui ils sont en tant qu'humains avant de se poser la question de quels professionnels ils sont. Donc voilà, ils se sont perdus en chemin en général dans leur carrière qui les a amenés au final à cette perte de sens et ce mal-être prononcé, quoi. On en parlait juste avant de démarrer l'enregistrement, de la difficulté à se connaître et à trouver un chemin professionnel qui est adapté à soi, à sa personnalité, etc. Et qui change aussi, je pense, parce qu'on évolue tous dans notre vie, heureusement. Mais finalement, se réveiller à un moment donné, après 5-10 ans de carrière, et se rendre compte que on a suivi quelque chose qui n'était pas fait pour nous. Parfois, on s'engage dans une voie professionnelle, donc ça peut être... être ingénieur, bosser, je sais pas, en marketing, etc. Et puis, quand on se lance dans cette voie professionnelle-là, ça répond à qui on est à cet instant T-là. Et puis, chemin faisant, on évolue en tant que personne. Et du coup, forcément, notre place dans l'entreprise, elle est peut-être plus forcément adaptée à qui on est en dehors de l'entreprise, quoi. Oui, non, ce que tu dis, c'est que il y a des facteurs on va dire systémique du fonctionnement du système qui pousse des gens à se réinventer parce qu'ils vont jusqu'au mur, parfois jusqu'au burn-out, jusqu'à la perte de sens, jusqu'à l'épuisement. Mais il y a aussi la vie qui fait que c'est assez normal Bien sûr. D'être à un moment donné en transition. On fait plus pendant 40 ans la même chose. On a finalement plusieurs carrières, plusieurs vies professionnelles à l'intérieur d'une vie professionnelle. Exactement. Et aujourd'hui, comme on est vraiment dans l'ère du changement, d'entreprise, de poste, etc. Et donc ça nécessite de réinternaliser un peu ce processus-là de choix, de décision, etc. Et aujourd'hui, il y a tellement de changements qu'il faut se solidifier à l'intérieur de soi, se connaître, etc. pour pouvoir mieux rebondir derrière et mieux être résilient professionnellement.
Ok. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels les talents d'aujourd'hui et de demain ne feront plus l'impasse? Pour moi, il y en a plusieurs. Déjà, ce qui revient énormément quand on commence à creuser la question avec chacun d'eux, c'est le besoin de liberté. Alors, moi, je modère toujours ce mot-là parce que, en général, quand on commence à travailler sur la notion de liberté, etc., on se rend compte que les gens, ils ont pas envie d'être totalement libres, d'être complètement sans cadre, etc. Mais il y a un niveau de liberté à aller chercher, que ce soit dans la manière dont on envisage son temps, dans la manière dont on envisage son espace de travail, etc., qui parfois est pas donné en entreprise et qui manque cruellement, en fait. Qui, en fait, répond pas aux singularités de chacun. Donc ça, c'est la première chose, la liberté. Et ensuite, la seconde chose, c'est la créativité. Ça, c'est quelque chose que je vois énormément. J'accompagne pour une entreprise notamment des profils d'ingénieurs, de responsables logistiques, etc. De prime abord, c'est quand même pas des métiers hyper créatifs. Et quand on ouvre les vannes, il y a des gens qui s'imaginent ébénistes, qui s'imaginent, je sais pas, faire de la data visualisation avec des trucs hyper créatifs, etc. Et ça, en fait, ils n'ont pas la liberté de le faire. Tu parlais de singularité, et finalement, on revient dans un environnement de travail qui nous permet d'exprimer notre singularité. Exactement. Est-ce que les entreprises sont conscientes de ça, à ton avis ? Je pense que les entreprises, elles sont conscientes de ça. On le voit avec le turnover. En tout cas, je pense que s'il y a des entreprises qui sont pas conscientes de ça, il faudrait aller interroger les gens qui s'en vont pour savoir pourquoi. Je pense qu'elles sont conscientes de ça. Par contre, l'agilité et la rapidité que les talents exigent, ils sont pas capables de leur offrir parce que c'est des grosses machines, qu'il y a énormément de process, etc. Après, être conscient de quelque chose et en faire quelque chose concrètement dans l'entreprise, dans la vraie vie, c'est 2 steps différents, quoi. Ouais. Je discutais hier avec, on va dire, une grosse entreprise qui voit bien ses limites, mais qui a aussi du mal à les accepter. Il y a une étape intermédiaire entre tu les connais et tu t'en sers pour changer, et une étape où tu les acceptes. C'est un peu comme la courbe du deuil, finalement. Ouais, exactement. On est comme ça, on sait qu'on est comme ça, mais aujourd'hui, on n'arrive pas encore à accepter ces limites-là pour en faire quelque chose et finalement pour en faire une force et une opportunité de changement et d'évolution. Et donc, ils sont un peu bloqués à ce stade. Exactement. Mais alors ça fait sens avec le fait de réinventer la manière dont on performe. Quand une entreprise, elle est satisfaite ou elle trouve que la manière dont elle procède est au service de sa performance, pourquoi elle changerait finalement? Même si ça broie des gens au milieu, quoi. Je peux comprendre, même si que ce soit compliqué pour une entreprise d'accepter et de dire « Ok, là j'ai compris et donc on va faire quelque chose ». J'aimerais maintenant, Léa, qu'on parle de freelancing, parce que sur BeConnected, on parle beaucoup de freelancing. Cette modalité de travail, elle attire quand même de plus en plus de talents. À quel besoin des talents répond cette modalité de travail indépendant? La liberté. Quand on travaille en coaching sur les besoins, et notamment le besoin de liberté, la première réponse qui vient en général, c'est comme je suis pas libre dans mon travail, je vais être freelance. Ce qui, je pense, il faut prendre avec des pincettes. Et puis, sur les profils un peu plus seniors, donc quand on commence à avoir une expertise technique assez avancée, en fait, on est assez bon dans son boulot pour s'enlever les contraintes qu'amène l'entreprise. Je te parlais d'un exemple d'une personne que j'ai coachée qui, lui, est responsable logistique depuis bien 15-20 ans. Il se lance dans le freelancing parce que pour lui, c'est un moyen de ne plus avoir la pression, de plus avoir les process que lui trouve complètement absurdes dans son quotidien. Il a le réseau, il a les compétences. C'est un mode de travail qui répond à ses besoins dans sa vie, c'est-à-dire avoir du temps avec ses enfants, avec sa famille, pour faire du sport, etc. Pourquoi s'en priver finalement? Je veux bien revenir sur la notion de liberté. Personne n'a envie d'être prisonnier, mais est-ce qu'on peut vraiment être libre? C'est pas parce qu'on supprime la case manager ou la case employeur que on est redevable de personne. On vit pas seul, on travaille avec des clients, avec des deadlines, qu'importe le mode de travail, et ça, il faut le prendre en compte. Et puis aussi, je pense que dans ce fantasme un peu de la liberté, on se dit, je prends un exemple au hasard, mais j'ai accompagné récemment une architecte, et en fait, si tu te mets à ton compte, t'es architecte, mais t'es aussi business developer, tu fais aussi la compta. En fait, il y a tout un volet de métiers qu'on ne connaît pas quand on se lance, qu'il faut apprendre, qu'il faut développer. Et ça, c'est à prendre en compte, sinon c'est droit dans le mur quand on est freelance. J'avais reçu sur le podcast Caroline Loisel et on avait parlé un peu de ça, et elle utilise le mot souplesse. C'est pas une liberté totale, effectivement, mais j'ai quand même plus de souplesse que si je
je suis salariée et puis peut-être aussi la possibilité de travailler sur des sujets très différents où en entreprise, on me dirait, bah non, mais ça n'a pas de sens, ou ce n'est pas dans ta fiche de poste parce que toi, tu t'occupes que du marketing et tu peux pas t'occuper et du marketing et, je sais pas, des RH. Voilà. Finalement, des interventions qui sont différentes, que tu modèles, que tu façonnes. Encore une fois, selon ta singularité, est-ce qu'on revenait Tout à fait. à ce que tu disais au début? C'est super intéressant. Je vais le garder, ce mot, souplesse, parce que je trouve qu'il traduit tout à fait ce qu'on est en train de dire. Effectivement. Merci, Caroline. Si j'ai envie de creuser encore avec toi la réalité un peu des freelancing pour qu'on comprenne encore mieux pourquoi les talents sont attirés par ce mode de travail. Un même mot, finalement, le mot freelancing ou indépendance en français, pour des réalités qui sont très différentes. Chacun a sa propre manière d'être freelance, encore une fois, en fonction de sa singularité. Comment est-ce que les gens que tu accompagnes et qui font le choix d'être indépendantes construisent leur projet d'indépendance quand ils quittent le salariat? Pour moi, il y a différentes phases. Il y a la première phase du fantasme, où on se dit ça va être incroyable, je vais m'enlever toutes les contraintes que je supporte plus aujourd'hui. Ensuite, il y a le retour à la réalité accompagné d'une bonne dose de peur, de se dire ok, je me suis enlevé toutes les contraintes, par contre je me suis aussi enlevé le salaire, donc comment est-ce que je vais faire? Ça, c'est les 2 premières étapes. Ensuite, je pense qu'il y a aussi toute une phase de test. Une fois qu'on est lancé, qu'on a commencé à prendre en main aussi ces nouveaux métiers de commerciaux, de gestionnaires d'entreprise finalement, comment est-ce que je travaille? Combien de temps j'alloue à mon travail par jour? Est-ce que je décide de bosser avec 2 clients ou est-ce que j'en ai 10? Tout ça, c'est des choses que les gens, ils testent, je pense, bien les 2-3 premières années. C'est quand même un long processus. Donc voilà, je pense qu'il y a différentes étapes quand on est freelance. Et le plus compliqué, je pense, c'est de jouer sur le temps long. C'est-à-dire que souvent, on se dit, bon bah voilà, je me lance, je me donne 2 ans. Et si ça marche pas dans 2 ans, je ferai un retour en entreprise. Mais parfois, en 2 ans, on plante plein de petites graines qui ont pas le temps de pousser et on sait pas, mais elles pousseront peut-être dans 3 ans et demi et c'est là ça va exploser. Donc voilà, je pense qu'il y a différentes étapes et qu'il faut pas se précipiter. Une activité de freelance, ça se construit sur le long terme, quoi. C'est pas comme ça du jour au lendemain. Quand on avait préparé l'échange, on s'était aussi rendu compte que finalement, il y avait des freelances qui avaient un mode de fonctionnement qui était peut-être plus proche du salariat, à temps plein en entreprise, peut-être des profils plus consultants, et puis des freelances un peu plus artisans. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, toi, la différence que tu fais entre ces 2 types de freelancing? Et effectivement, t'as les personnes qui vont se lancer corps et âme dans une compétence et la vendre à tous leurs clients et parfois même, tu vois, sur des très longues durées. Ça permet aussi de s'apporter une forme de sécurité. Tu vois, si t'es 6-8 mois, 1 an chez un client, ça peut se faire via du portage salarial, mais ça peut aussi se faire en indépendant total. C'est pas la même chose que de se dire, bah, je prends des missions de 3 semaines et puis je renouvelle ça toute l'année. Donc je pense que ça répond aux besoins des entreprises, mais ça répond aussi à un besoin personnel. Ça dépend de ce qu'on veut aussi pour soi. À mon avis, le freelancing, pour certains, c'est aussi une manière de répondre à une forme de curiosité. Ça, je le vois beaucoup en coaching. Des gens qui sont sur un même sujet depuis des années, ils ont besoin de se régénérer en termes d'idées, donc aller bosser pour un secteur nouveau. Je reprends l'exemple du client dont je te parlais tout à l'heure, qui a été 15-20 ans dans la même boîte, dans le secteur de l'automobile. Mais en fait, il s'est révélé, il s'est dit, mais moi, mon expertise technique, je peux aller la vendre pour plein d'autres secteurs. Et du coup, il a appris plein d'autres choses sur d'autres secteurs. Il s'est rendu compte que son expertise technique, elle était exploitée autrement sur un autre secteur. Et donc ça stimule, c'est créatif, ça apporte de l'innovation dans son quotidien, etc. Donc voilà, pour le coup, lui, il est en entreprise pendant des mois et ça lui convient très bien. Je te parlais aussi en off d'une jeune femme qui, elle, faisait des missions hyper courtes. Ça l'a challengée à fond. Et à côté de ça, donc elle faisait de la stratégie marketing pour des grosses boîtes. Et à côté de ça, elle avait un métier complètement artisanal qu'elle faisait aussi en indépendant, mais ça lui permettait d'exploiter ces différentes facettes. Cette forme de multipotentialité, on peut l'exploiter aussi dans une vie en indépendant. 4 jours par semaine, je suis, je sais pas moi, consultant sur telle thématique. Et puis le vendredi, je suis ébéniste. Ça se voit aussi, quoi.
Une forme de slashing. Exactement. Est-ce que tu peux nous décrire un peu je sais pas s'il y a un processus ou des étapes par lesquelles les personnes que tu accompagnes en coaching passent dans peut-être le fait de lever leurs barrières, passer la lune de miel de moi j'ai envie d'être libre et j'ai envie de faire ce que je veux pour m'exprimer tel que je suis. Par quel processus créatif ils passent pour se créer l'activité en freelance qu'ils ont envie ensuite de proposer au monde? Alors, 2 catégories. Déjà, la première, c'est les peurs. Il faut les identifier. Bon, en général, c'est les classiques. Peur de manquer d'argent et peur que l'entourage ne suive pas. Il y a des gens pour qui c'est hyper simple de dire à sa famille, à son conjoint, bah voilà, je vais changer de mode de travail ou de métier. Et il y en a pour qui c'est un véritable coming out. C'est-à-dire, waouh, je me jette de la falaise et je vais assumer ce que j'ai envie de faire, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et puis dans un second temps, il y a toute la partie qu'est-ce que je vais offrir finalement et comment je vais l'offrir. Ce qui est hyper important dans ce moment-là, c'est de changer l'environnement. Ça, c'est la base de la base. C'est-à-dire que tout part de son... En tout cas pour moi, tout part de son environnement. C'est-à-dire, je suis salariée, je suis entourée de salariés depuis 20 ans qui ont cette manière d'agir, etc. Donc forcément, je suis conditionnée là-dedans. Quand je veux me lancer en indépendant, c'est très important de changer son environnement. Aller réseauter avec des gens dont c'est le quotidien. Aller réseauter avec des gens qui font de l'argent avec leur activité. Voir des réalités qui vont vous inspirer, qui vont vous rendre cette réalité possible. Et ça, c'est vraiment la première chose. Quand on veut changer de paradigme de travail, aller s'immerger dans les environnements des gens qui le font déjà. Et ça donne déjà de la crédibilité à notre projet, parce que d'autres le font, de la force. Et puis surtout, on fait du réseau et on peut aussi développer des opportunités, quoi. Ok, donc là, moi, j'ai ma casquette ancienne RH de grande entreprise qui s'affole en disant, en fait, je comprends aussi pourquoi de plus en plus de talents ont l'idée de se mettre en freelance, puisque comme il y en a de plus en plus, bah en fait, mes collaborateurs sont confrontés à des réalités qui leur donnent envie. Mais bien sûr. Tu vois, c'est hyper intéressant en école de commerce quand je donne mon cours sur le futur du travail. Donc, on parle des différents modes de travail et notamment de freelancing. Et quand je leur demande est-ce que vous vous projetez dans des modes de travail de freelancing, j'ai pas fait les stats, mais je pense que je me mouille pas trop en disant ça. Il y a plus d'un étudiant sur deux qui est déjà auto-entrepreneur. Ils testent des choses. Ils ont la structure qui est pas hyper engageante, qui leur permet d'être agiles sur ce qu'ils ont envie de proposer. Et ils vont faire des choses. Ils sont en finance, ils sont en marketing, ils sont en entrepreneuriat. Mais, je sais pas, ils vont vendre des prestations de marketing à telle entreprise. Ils vont vendre, je sais pas, ils vont faire une boîte où ils vont faire du dropshipping. Ils vont se lancer en influence sur Instagram pour tester des trucs, aller parler à des annonceurs, etc. Ils ont déjà cette culture-là que nous, on n'avait peut-être pas quand on était en études. Ils sont déjà entrepreneurs. Ça, c'est dingue, ouais. Et ils rejettent pas forcément le salariat. Quand tu leur dis, est-ce que là, à la sortie de l'école, vous vous voyez entrepreneur? La réponse, elle est non. Mais par contre, ils ont déjà la casquette entrepreneuriale avec leur micro-entreprise. Et ils ont envie de la garder. Ah oui. Ils sont peut-être plus flex que nous quand on est rentré sur le marché du travail, sur les modes de travail et sur peut-être plus d'audace à tenter des choses aussi. Ça me fait penser que j'ai rencontré il y a pas très longtemps une jeune RH qui rentre sur le marché du travail et qui me posait des questions sur comment mettre en place une politique salariale, etc. Parce que elle démarre dans une entreprise où il y a tout à faire. Mais en fait, en parallèle de ce travail dans lequel elle est très engagée, très impliquée, elle a envie d'y arriver, donc qui est très important pour elle. En fait, elle a une petite activité de bijoux, de vente de bijoux sur Etsy, bien sûr, qu'elle fait le week-end parce que c'est son côté artisane. Et puis, en parallèle, elle a mis les quelques économies qu'elle avait dans le restaurant qu'a lancé son frère. Et en fait, son employeur doit accepter que 100% de sa réflexion professionnelle n'est pas que pour cette entreprise. Ouais. Mais ça, je trouve que c'est un vrai switch et peut-être un tilt que j'espère que les managers, les dirigeants qui nous écouteront pourront avoir dans le fait d'accepter cette multiplicité et cette multipotentiel. Tu parlais de ça tout à l'heure, de leurs salariés. Je trouve que les entreprises aujourd'hui, elles le voient vraiment comme un concurrent. C'est-à-dire, oui, mais mes salariés, si à côté de ça, ils ont aussi un peu la tête à leurs bijoux et un peu la tête, je sais pas moi, dans l'entreprise de leur cousin qui fait ça, en fait, ils seront pas 100% avec moi. Mais c'est se priver d'une innovation, d'une créativité et aussi d'un regain d'énergie que de ça. Et on en parlait ensemble légalement, les clauses de non-concurrence, elles brident complètement ça. D'exclusivité. D'exclusivité, ouais.
elle bride ça complètement. Alors peut-être qu'il y aurait un moyen de remanier la manière dont on verrouille les talents des talents. Oui, et bah c'était aussi dans l'épisode avec Caroline Loisel où elle disait l'entreprise ne possède pas ses talents et en fait il faut absolument faire évoluer cet état d'esprit-là. Effectivement, dans des contrats de travail, t'as une clause d'exclusivité qui est d'office, alors qu'en fait moi j'aurais presque envie de dire d'office, on a envie que le collaborateur il puisse travailler, s'épanouir et gagner de l'argent sur son temps libre s'il le veut d'une autre manière, ça me sera bénéfique. Exactement. Et il y a des startups qui le font déjà, qui donnent une demi-journée par semaine ou par mois à leurs salariés pour qu'ils aillent faire autre chose. Allez voir ailleurs et revenez avec les bonnes idées chez nous. Et c'est hyper intelligent. Est-ce que tu penses qu'un jour on sera tous freelance, au moins à un moment donné dans sa vie? Je pense que oui. On n'appellera peut-être pas ça du freelancing pour tout le monde. Je pense que ça dépend des générations aussi. Tu vois, quand je réfléchis à la génération de mes parents... et je me dis qu'ils mettront peut-être jamais l'étiquette freelance sur ce qu'ils font, mais donner des conseils sur leur carrière, aider des petites boîtes à démarrer sur des sujets, c'est une forme de consulting, c'est une forme de freelancing. Et je pense qu'en fait, il va y avoir un changement de paradigme. On va plus prendre les gens pour des contrats de travail, mais on va prendre les gens pour leurs compétences. Et s'ils viennent en freelance pour donner le meilleur d'eux-mêmes et aider la boîte à grandir, qu'ils soient en CDI, en CDD, en portage salarial ou en free, franchement, ça change pas grand-chose, je pense, du point de vue du talent, en tout cas. C'est exactement ce que disait Jérémy Ben Moussa, le premier invité de Be Connected. Donc ça fait bien le lien. Où il dit, moi, la manière dont je contractualise avec eux, je m'en fiche. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que j'ai un projet à délivrer et que le talent, j'ai le bon talent, la bonne équipe, le bon état d'esprit pour que le projet soit délivré en temps et en heure et que tout le monde se fasse plaisir, dans la joie, la bonne humeur et l'apprentissage. Exactement. Ça, c'est, je pense, le Graal pour toute entreprise et tout talent de travailler en bonne intelligence, en fait, ensemble, sans se verrouiller les uns les autres. Chez Bigger, on aime bien créer des connexions entre talent et entreprise. C'est toute la raison d'être de ce podcast qui s'appelle Be Connected. Et on aime bien dire qu'on est au service de la passion et des projets. Donc, le mot passion, c'est un mot fort. À ton avis, comment est-ce que les entreprises doivent se transformer justement pour continuer à attirer les meilleurs talents qui mettront leur passion au service de leur projet? Je pense qu'il faut replacer l'humanité au centre du fonctionnement de l'entreprise. La passion, ça émane d'une motivation, d'une zone de plaisir, de talent que les gens ont. Et si on la bride par des process trop lourds, on se prive de ça. Donc je pense que ça, c'est la première chose. C'est donner des espaces et des temps où les gens peuvent l'apporter, la partager et l'exploiter. Ça, c'est vraiment la première chose. On le voit chez les GAFAM, Google, Facebook, ils ont des labs où les employés peuvent prendre tout le temps qu'ils veulent pour aller tester des choses qui n'ont rien à voir avec leurs emplois. Et puis, je pense aussi que quand on fait quelque chose à longueur de journée, à longueur d'année, le fait de s'extirper de ça de temps en temps, ça permet, quand on revient, de retrouver la flamme, de retrouver la passion de pourquoi on a fait ce métier à la base. Donc voilà, peut-être aussi de permettre aux gens d'explorer d'autres choses dans les entreprises. Je recevais sur le tilt Saverio Tomasella, il y a quelques semaines, qui est docteur en psychologie et en management, et il disait, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de permettre aux gens en entreprise d'avoir 2 ou 3 postes, pour jamais se lasser, en fait. Et donc, je sais pas moi, un semestre tu es ci, l'autre semestre tu es ça, et je trouvais ça pertinent comme idée. Je me suis dit, ça permet aux gens d'explorer les passions, et surtout de pas se lasser. J'ai rencontré un ancien dirigeant qui est aujourd'hui artiste peintre, et qui disait... Il faut quand même avoir en tête que l'entreprise n'est pas très sérieux et autant s'y amuser. Mais oui, exactement, je suis d'accord. Le plaisir, exactement. C'est important. Léa, on arrive à la fin de notre échange. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux auditeurs et aux auditrices de Be Connected? Je trouve que notre conclusion, elle est vraiment hyper importante. Le plaisir, c'est ce qui induit la motivation. Donc, continuons à explorer ce qui nous fait plaisir d'apprendre, de tester avec nos mains ou avec notre cerveau. Et puis surtout, ne nous accrochons pas à un mode de travail, une entreprise, parce que dans tous les cas, le monde du travail, il évolue à vitesse grand V. Nous, en tant qu'humains, on évolue à vitesse grand V chaque jour. Donc, dans tous les cas, tout le monde va changer et tout le monde va y trouver sa place. Donc voilà.
Soyez prêts pour le changement permanent. Exactement. Merci beaucoup Léa. Merci Sophie. C'est donc avec Léa que nous clôturons cette première saison de Be Connected et nous espérons que cet épisode vous a plu. Chez Bigger, nous avons retenu 3 points pour alimenter notre réflexion autour de l'évolution du marché du travail du côté des talents. Le premier sujet évoqué par Léa est la question de la qualité de vie au travail avec 2 ingrédients clés, le sens et le rythme. Sans cela, les talents s'épuisent et mettent fin, parfois de manière subie, à des collaborations qui ne leur conviennent plus. Le deuxième élément que nous retenons est le besoin de plus en plus croissant pour des talents d'évoluer dans un environnement qui respecte, voire sublime leur singularité. Léa nous parlait des aspirations des talents qu'elle accompagne à exercer plusieurs métiers en parallèle pour plus de richesse dans leur vie professionnelle. Nous avons également partagé l'intérêt pour les entreprises de bénéficier de cette multipotentialité de leurs équipes. En effet, avoir parmi ses collaborateurs et ses collaboratrices des personnes aussi à l'aise en RH qu'en digital ou qu'en finance, c'est un vrai atout, n'est-ce pas ? Pourquoi les cantonner à une seule fonction et prendre le risque qu'ils se lassent et partent un jour ? Enfin, ces aspirations ont une conséquence sur les relations entre talents et entreprises. Nous retenons notamment la remise en question de l'exclusivité professionnelle, de la fonction unique dans l'entreprise et du contrat de travail en CDI qui lie l'entreprise et le talent. Chez Bigger, nous sommes convaincus que pour construire le monde du travail de demain, il faut commencer par comprendre celui d'aujourd'hui. Donc si cet épisode vous a plu, diffusez-le autour de vous, à vos collègues, à vos amis, à vos clients, pour qu'ils comprennent et construisent le futur du travail. Pour poursuivre votre réflexion, je vous invite également à vous abonner à la newsletter mensuelle de Bigger. Nous y partageons de nombreuses ressources et contenus complémentaires à ces épisodes. À très bientôt pour une nouvelle saison de Be Connected.